Donc on est, oui, ici entre Scopin et Scopine, dans une école qui est aussi coopérative, et c'est pour ça que je suis très content d'être là avec vous. On a fait un plan sophistiqué pour cette conférence, on a discuté ensemble. L'idée est de vous parler de ce que pourrait être un numérique d'intérêt général et de vous parler de Noesia, de projet d'organisation post-croissance et comment on peut faire aujourd'hui des organisations qui fonctionnent comme si on était déjà dans une économie post-croissance, une économie stationnaire. Alors du coup, je m'étais dit, je vais commencer par expliquer le cadre de référence sur le numérique d'intérêt général, mais je ne sais pas si c'est très clair. Est-ce que déjà, peut-être, il y a vous avez, vous, des attentes ou des impressions ou des questions sur la question de post-croissance, décroissance, c'est peut-être pas méga clair, sur aussi les questions de définition de ce que c'est que le numérique, c'est assez vaste. Est-ce que, voilà, plutôt que de vous raconter des tas de choses en risquant de passer complètement à côté d'évidence, de quoi vous avez envie et besoin? C'est pas obligé, hein, s'il n'y a pas de... Enfin voilà, je sais que ça peut être un peu intimidant aussi, mais... Est-ce que déjà décroissance et post-croissance, parce que décroissance c'est un concept qui a eu plusieurs vies, donc l'idée dans laquelle on s'inscrit par rapport à la décroissance, c'est celle qui peut être expliquée aujourd'hui par l'Observatoire de la post-croissance, de la décroissance ou par Timothée Parikh, c'est-à-dire une diminution de l'activité économique au niveau macro. Et cette décroissance est envisagée comme une phase. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, on consomme 2 planètes et demie à peu près. C'est à peu près que la faute des pays les plus riches, et c'est au détriment des pays les plus pauvres, nord global et sud global. Et donc, l'idée de cette phase de décroissance, qui est souvent caricaturée, mais c'est évidemment pas que les pays du sud vont se serrer la ceinture, c'est que c'est les pays riches qui doivent diminuer l'impact de leur économie, donc on doit diminuer l'activité économique vue comme une sorte de chaleur. On doit diminuer la chaleur, calmer le jeu un peu, et l'ambition n'est pas de décroître à l'infini, ce qui pourrait revenir un peu à un suicide. Si on veut faire décroître jusqu'à plus rien, eh ben, c'est une forme, conceptuellement au moins, on peut se dire, c'est une sorte de disparition ou de suppression totale de l'activité économique, et il ne s'agit pas du tout de ça. C'est des manières de caricaturer des propos sur l'économie hétérodoxe, d'autres pensées économiques, quoi. L'idée, c'est juste qu'on n'a qu'une planète. Donc il s'agit de réencastrer l'économie dans les limites planétaires, donc d'arriver à une économie à une seule planète. Peut-être que vous avez vu passer ce concept du jour du dépassement. Le jour, dans l'année, évidemment, c'est très symbolique. C'est pareil, il ne se passe rien ce jour comme les anniversaires, c'est rien de spécial, mais c'est ce jour où, dans un pays, on a utilisé l'équivalent des ressources qu'on devrait avoir pour l'année. Et donc il s'agit juste de faire décroître, mais c'est un gros juste de faire décroître l'activité économique de façon à pouvoir se contenter de la planète dont on dispose. Parce que même si certains milliardaires délirants voudraient aller étendre le champ des ressources disponibles en allant chercher des ressources minières sur Mars ou sur la Lune, en réalité, c'est pas du tout réaliste sur le plan physique. On ne peut pas le faire. Et donc c'est vraiment de l'ordre du fantasme, quoi. Donc il s'agit de passer par cette phase de décroissance pour arriver à une économie qu'on peut appeler de post-croissance. L'idée étant très simplement qu'aujourd'hui il y a une forme de religion de la croissance, l'idée étant que tant qu'il y a de la croissance, on va, un mélange croissance et innovation, on va créer plein de choses qui vont être bénéfiques pour tout le monde et ça va ruisseler, l'articulation, ruissellement, croissance, innovation, qui en gros fonçons, fabriquons des tas de choses nouvelles et il en sortira toujours quelque chose de bon. Et la réalité, c'est que c'est pas tellement ce qu'on a pu observer au niveau macro, au niveau micro. Il y a depuis les années 70 des travaux qui montrent, un papier de recherche qui montre que quand on laisse des gens en compétition dans un marché libre gérer une ressource, on aboutit systématiquement et mathématiquement à la destruction de la ressource. Donc en fait, si on était un petit peu conséquent, c'est l'époque aussi du rapport Meadows sur le problème que va générer la croissance infinie dans un monde fini. Si on était un peu juste rationnel, on se dirait ben, ça ne fonctionne pas, donc il faut changer de cadre de lecture, changer de manière de faire.
juste le cadre général de tout ça, c'est la situation de polycrise ou de multicrise dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire destruction de biodiversité, augmentation des inégalités, destruction des fonds marins, acidification, un certain nombre de limites planétaires qui sont... Donc limites planétaires, c'est une sorte de capacité de charge de la planète, si on peut dire. C'est un peu une vue d'ingénieur, mais bon... qui sont complètement explosées, c'est-à-dire qu'on est en train tout simplement de détruire le seul endroit où il y a du chocolat et le seul endroit où on peut vivre. Ce qui est un petit peu idiot quand on y réfléchit. Donc voilà, juste le cadre théorique dans lequel se situe cette idée de post-croissance, c'est une économie qu'on peut appeler aussi stationnaire, ou d'équilibre. Il y a différentes manières, différents auteurs, autrices qui utilisent différents termes, mais l'idée c'est que la croissance et l'innovation, le couple, n'aboutit pas à une amélioration de la qualité de vie pour l'ensemble des êtres humains et pour les non-humains, pour l'ensemble des êtres vivants. Ça aboutit au contraire plutôt à une destruction. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour changer de logiciel ? Cette idée de changer de logiciel, c'est elle-même une métaphore assez ingénieure qui est un peu problématique aussi. On n'est pas des logiciels. Donc, voilà. Sur le cadre, s'il y a des questions sur le cadre dans lequel on s'inscrit, n'hésitez pas à interrompre. Hein. Le but est que ça soit le plus utile possible pour vous tous, toutes. Donc, vous interrompez, quoi. Donc, ça veut dire que on est dans un fonctionnement aujourd'hui, vous le voyez avec les gouvernements Macron successifs, et puis c'est à vrai dire à peu près la même chose depuis les années 80, dans un fonctionnement dans lequel on a un couple technique et capitalisme ou libéralisme, une deuxième forme de capitalisme, qui est vu comme la solution à peu près à tout. C'est-à-dire, il suffirait de libéraliser, il suffirait d'innover pour que tout se résolve. Ce qu'on retrouve dans une doctrine qu'on appelle, c'est Evgeny Morozov qui l'a nommé, je crois, de cette façon, technosolutionnisme. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la technique va tout résoudre. Son livre s'appelait pour tout résoudre, cliquez ici. Et voilà, c'est un peu l'idée que cette technique a besoin d'un cadre de concurrence libérale pour pouvoir opérer au mieux, et que donc en favorisant la concurrence dans un marché pur et parfait qui n'existe pas, ça a toujours été une vue de l'esprit des économistes, ça n'a jamais été quelque chose de réel. Mais des gens qui ont des intérêts là-dedans font en sorte de faire croire que c'est réel, cette concurrence pure et parfaite. Bref, voilà, en améliorant, en libéralisant, donc on aboutit à, je ne sais pas si vous avez vu passer les infos sur la privatisation des services publics et le fait de recourir, en fait on ne recrute plus de fonctionnaires en France parce qu'on recourt à des cabinets, alors il y a McKinsey, ce genre de cabinet qui fait beaucoup de bruit, mais en réalité c'est un iceberg colossal, je le disais hier, 150 milliards de dépenses annuelles. Donc en fait il y a ce dogme derrière, qu'il faut de la croissance, qu'il faut de l'innovation, et que pour ça, il faut des marchés privés. Ce qu'on fait chez Noesia, c'est que, à toute petite échelle, on est 7, hein, donc voilà, c'est pas le grand soir. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de mettre en pratique un fonctionnement qui est assez opposé à ça. On n'est pas dans une tentative de détruire le libéralisme, on est dans une tentative plutôt interstitielle, un sociologue qui s'appelle Eric Olin Wright qui a théorisé ça, de révolution interstitielle, c'est-à-dire de se glisser dans les failles d'un système qui est en train de se déliter pour mettre en place des racines d'un système qui va durer après. C'est-à-dire que au fur et à mesure que ce système opère, plein de gens souffrent et s'en retrouvent éjectés. Et donc la question qui, moi, m'obsédait il y a quelques années de comment on transforme ce système, comment on fait prendre conscience aux gens, changer, elle ne m'intéresse plus du tout. Je pense qu'on ne transforme pas. Je pense que les structures de l'ancien monde mourront avec l'ancien monde, c'est pas grave. C'est un poème qui s'appelle Ozymandias qui résume assez bien ça. Les choses naissent et meurent, et c'est pas du tout grave. Donc il ne s'agit pas d'essayer, à mon avis, de transformer, mais d'essayer plutôt de créer des structures qui sont compatibles avec le vivant, et qui sont compatibles avec une forme d'équilibre et de respect, qui ne font pas de mal. Cette idée des médecins de ne pas nuire, c'est en fait assez fort comme concept et ça peut arriver beaucoup de choses. Donc voilà, ce qu'on essaye de faire avec Noesia, c'est de mettre en place et de documenter, de façon à ce que d'autres puissent s'en emparer,
une organisation post-croissance. C'est-à-dire on est parti de l'idée qu'on se fiche complètement de savoir comment on va faire transition d'un monde à l'autre. On va faire comme si la transition était déjà faite. Et on va fonctionner comme on voudrait fonctionner après. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a souvent un gros processus, un gros focus sur le processus révolutionnaire. Et les gens sont fascinés, c'est romantique en fait. Comment est-ce qu'on arrive au pouvoir et comment... Mais en fait, si on conquiert le pouvoir avec la même méthode que ce contre quoi on lutte, ben, en fait, on refait la même chose. On change juste les têtes, mais on ne change pas la machine. C'est toujours exactement la même chose. Et donc, voilà, en créant Noesia, on s'est dit, comment on pourrait fonctionner? Si on était dans ce monde équilibré, qu'est-ce qu'on ferait en interne, en externe? Quelles règles on aurait et qu'est-ce que ça changerait? Et une partie des choses, donc on a commencé par se faire accompagner par Marie-Laure Cuvelier, qui est une spécialiste des tiers-lieux, qui était secrétaire générale de France Tiers-Lieux. Ça a des liens avec ce dont tu nous parleras après, peut-être. Qui connaît bien l'économie sociale et solidaire. Et quand on a créé les statuts de Noesia, on a été voir comment fonctionnaient différents types de structures, en se demandant, on va choisir quoi en fait? On a vu ça comme une espèce de catalogue ou de magasin de jouets. Il y a plein de manières de gérer comment nous, on va fonctionner. Et donc on a picoré des choses. Le statut coopératif, pour nous, était une envie de longue date. Donc c'était assez évident, mais on s'est dit, ça ne suffit pas. Une scope, c'est super. C'était aussi une manière de ne jamais être racheté. Une scope n'est pas achetable, c'est forcément appartenant aux salariés. Ça, c'était très important pour nous. Et puis, on a défini un certain nombre de fonctionnements, beaucoup en opposition à ce qu'on avait pu observer avant dans l'économie. Un mec chouette qui s'appelle Laurent Marceau appelle l'économie cynique et suicidaire. Et je trouve que le terme, il est assez juste. On ne devrait pas vraiment parler d'une économie sociale et solidaire. L'économie, en théorie, en tout cas étymologiquement, oikos, le foyer, la gestion du foyer, ça devrait être social et solidaire. Pourquoi faire autrement en fait? Pourquoi gérer le vivre ensemble autrement que de façon solidaire et qu'en considérant les humains? C'est très bizarre comme idée. Donc voilà, plutôt parler de l'économie dans une logique très latourienne, de Bruno Latour, de réencastrer l'économie, le fait économique dans le fait social et dans la zone critique écologique dans laquelle on vit, c'est-à-dire l'économie n'est pas au-dessus. Donc voilà, il y a cette idée qu'on a observé dans la vie qu'on a eue avant, dans l'équipe Noesia, on a observé plein de fonctionnements complètement pourris, des trucs qu'on a trouvés désastreux. Donc on a fait beaucoup de choses en faisant simplement l'inverse. C'est un dispositif, une manière de fonctionner qui est documentée par un anthropologue qui s'appelle David Graeber, qui a écrit un super bouquin avec un autre David qui s'appelle David Wengrow, qui s'appelle Au commencement était, dans lequel il étudie en réponse au livre que vous avez peut-être entendu parler, vous avez peut-être lu de Yuval Noah Harari, qui s'appelle Sapiens, qui est, semble-t-il, un gros ramassis de conneries. C'est vraiment une histoire pour les abrutis de la Silicon Valley. C'est pas du tout un truc. Il n'y a pas un socle scientifique très robuste dedans. C'est une manière de raconter une vision très téléologique. C'est-à-dire, téléologique, c'est sophistiqué, mais ça veut juste dire tendu vers une fin. C'est-à-dire qu'il y a une vision d'une sorte de fin. On peut parler aussi de la flèche du progrès. C'est-à-dire, on part des cavernes et on va dans l'espace, quoi. Si vous avez joué à Civilisation, le jeu de Sid Meier, c'est exactement ça qui se rejoue, c'est-à-dire une vision finalement assez linéaire de l'humanité. Et ce que Graeber et Wengrow essayent de débunker avec ce très très beau bouquin, Au commencement était, c'est qu'en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. La réalité des humains, c'est pas du tout un début et une fin. C'est une sorte de plurivers, une sorte de multitude de possibilités qui ont été tentées dans plein de contextes et qui s'adaptent et qui évoluent. En fait, c'est varié, extrêmement varié. Et donc, il montre un certain nombre de groupes humains, certains qui sont contemporains, d'autres qui sont anciens, voire disparus, en montrant quels choix ont été faits par ces différents groupes. Et j'évoquais ce cas parce que je trouve ça, le livre est excellent, puis Graeber était un grand monsieur, quelqu'un de vraiment important pour une pensée, je crois, dans un monde où on préserve le vivant. Enfin, je crois que c'était quelqu'un de super. Et
il évoque le processus schismogénétique. Alors c'est sophistiqué, ça veut juste dire qu'on fait l'inverse du groupe d'en face. C'est-à-dire on génère par schisme, c'est-à-dire par opposition. Et donc en fait, il a observé des populations qui ont un fonctionnement qu'aucun facteur ne semble pouvoir déterminer, mis à part le fait que c'est exactement l'inverse du groupe humain d'en face. Et donc on a fait quelque chose de terriblement banal, on a fait de la schismogenèse, le mot est beau, mais bon, voilà. On a vu par exemple des agences, on a travaillé avant de créer Noesia, on était dans une structure qui faisait de la com et du dev pour le monde du luxe et des cosmétiques. On a vu des projets vendus 30 000 balles avec l'ensemble du projet qui est fait par un freelance qu'on paye 3 000 balles. Et quand le freelance dit qu'il n'y a pas assez de sous, il faut une rallonge, il y a un chef de projet qui va être payé 2 000 balles brutes, qui va dire « Ah non, il n'y a pas assez de sous », parce qu'il faut absolument préserver les 27 000 balles de marge. Et donc, on s'est dit ça c'est vraiment pas du tout possible, ce truc, c'est lamentable. Et donc on a défini la règle, on ne marge pas sur les prestations tierces. C'est-à-dire que quand on achète une prestation, on la revend au prix où on l'achète. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vit pas du commerce. C'est pas, c'est facile à caricaturer ce que je dis là, je veux pas dire que le commerce est absolument mal. C'est pas le cas. Le commerce peut être une bonne chose. Simplement, il faut une certaine mesure. À un moment, c'est plus du commerce, c'est plutôt une forme de proxénétisme ou une forme de parasitisme. C'est pas équilibré. C'est pas juste, on rémunère pas le travail de sourçage, de stockage, de mise à disposition d'une ressource, que ce soit du commerce de biens ou du commerce de services. C'est pas ça. Là, c'est juste une sorte de rente de situation, en fait. On s'est dit aussi, une des sources de ça, c'est qu'en fait, les freelances ne peuvent pas accéder aux clients parce que les clients font travailler des structures intermédiaires qui ont une certaine taille et que ces structures vivent du fait qu'elles ont cette taille. Et donc, le travail est fait par des gens précaires, mais la marge est captée par les intermédiaires, qui ne le sont pas et qui, souvent, c'était assez fascinant, ne font rien. C'est-à-dire que les gens qui profitent réellement, c'est-à-dire dans cette structure-là, où des chefs de projet étaient payés 2000 balles brutes, enfin, les associés majoritaires de la boîte étaient payés sur une base de 10 000 balles nettes, et avec des frais absolument monstrueux, quoi. Donc il y a une captation de la valeur qui est absolument improbable, en fait. C'est complètement dysfonctionnel, quoi. Donc on a fait l'inverse. On s'est dit, on va faire une grille de salaire avec des salaires fixes annoncés. Donc on a établi 3 niveaux de salaire. On est très très influencé par William Morris et par le socialisme de Guild. Donc William Morris, c'était un artiste, personnalité politique, anglaise, il a fait plein de choses. C'est vraiment charmant. Aussi, c'est l'inventeur du style littéraire fantasy. Voilà, ce qu'on appelle la fantaisie aujourd'hui, dans lequel Tolkien a pu marcher derrière. C'est lui qui a créé ce style. Et une personnalité assez incroyable. Et l'idée du socialisme de Guild, donc il est un des cofondateurs du mouvement Arts and Crafts, qui est un mouvement qui est assez important pour nous, puisque ça relie l'artisanat et une certaine recherche d'équilibre et de beauté qui est très importante pour nous. Donc l'idée de ce socialisme de Guild et du mouvement Arts and Crafts, c'est que au passage du Moyen-Âge à l'ère industrielle, il y a une prolétarisation qui s'opère et qui est vraiment négative, qui est extrêmement problématique, c'est-à-dire les gens perdent leur savoir-faire et on échange des objets qui ont... William Morris parlait beaucoup des objets qui ont une âme, qui ont un vécu qui nous touche, contre ce qu'ils appelaient des ersatz, c'est-à-dire des objets qui leur ressemblent un peu mais qui sont moches, qui sont mal faits, qui ne durent pas. Et ça va s'accentuer ensuite avec l'industrialisation de l'obsolescence. Et donc voilà, tout ça, et ce qui partait d'idées, on peut mettre en résonance avec le mouvement Bauhaus, en fait, l'idée de permettre à tout le monde d'accéder à quelque chose qui est de qualité, a très souvent été détournée en une manière de prendre de l'argent, une forme d'extractivisme généralisé qui s'appuie sur la prolétarisation, c'est-à-dire la perte des savoir-faire.
l'idée de ce socialisme de guilde, c'est qu'il y a à la fois une forme de fonctionnement collectif et de valorisation des savoir-faire artisanaux dans les guildes d'artisans du Moyen-Âge, qui s'appuient sur un fonctionnement qui est encore en place chez les compagnons du devoir du Tour de France, de fonctionnement avec des apprentis qui vont devoir apprendre leur métier, c'est normal, des compagnons, compagnonnes qui sont en maîtrise et des maîtres et maîtresses qui sont en pleine maîtrise de leur savoir-faire et qui ont mission de le transmettre. Donc on a adopté ça. On a mis 3 niveaux de salaire en place. On a fait évoluer la grille entre-temps, mais on a dit apprenti. Donc on fait du développement web, j'ai précisé au début, je vous dis. Apprenti, 4 000 € brut, compagnon, compagnonne, 6 000 € brut, et maître ou maîtresse, 8 000 € brut. En réalité, le 8 000, on est resté à 7 000, parce qu'on se dit que c'est déjà beaucoup d'argent, ça va, on a assez, et puis on a une certaine prudence par rapport à l'équilibre de la boîte. Donc là, on vient de finir notre 3e exercice fiscal, donc on y va doucement. J'en profite pour faire une petite parenthèse dans la parenthèse de la parenthèse. Il y a là-dedans l'idée de suffisance, qui est fondamentale, et qui va avec la post-croissance. C'est-à-dire que la croissance part de l'idée complètement toxique et stupide qu'on n'a jamais assez. Si on pense qu'on n'a jamais assez, on ne peut pas vraiment comprendre la post-croissance. On ne peut pas comprendre qu'on puisse essayer d'avoir un équilibre. En fait, c'est pas du tout les mêmes drivers, c'est pas les mêmes motivations, quoi. Donc, dans l'idée de post-croissance, au niveau macro, il y a au niveau micro, au niveau de l'individu, l'idée que, on a assez. C'est-à-dire que quelque chose est bien, et nous, ce qu'on en attend, et le rapport qu'on a à peu près toutes dans l'équipe chez Noesia par rapport à l'argent, c'est que on voudrait avoir le luxe de ne pas y penser, que ce ne soit pas un sujet. C'est tout ce qu'on en attend. On a donc mis en place un système qui permet de se concentrer sur le savoir-faire artisanal, comment bien coder. Et c'est vaste, en fait, c'est un gros sujet. Et qu'est-ce que le numérique et le code fait au reste du monde? Et là, je vais revenir sur la question du numérique d'intérêt général. Donc voilà, on a démarré ce fonctionnement. On a également exposé tout le réseau, c'est-à-dire toutes les personnes avec lesquelles on travaille sur le site web, en se disant une partie de ce fonctionnement de proxénétisme vient du fait que les freelances sont inconnus des clients qui ont l'argent. Donc il se passe une chaîne d'opacité. J'ai pu assister à des trucs dans lesquels on dit aux freelances, on nous disait en tant que prestataire, faudrait dire que vous faites partie de l'agence. Parce qu'on ne dit pas qu'on sous-traite, quoi. Et donc, on s'est dit, non, pas du tout. Donc, on va non seulement pas prendre d'argent sur les prestations que font d'autres gens, chacun vit son artisanat, et puis on va présenter directement les personnes avec leurs coordonnées, comme ça, tout est très simple. Et ça fonctionne très bien, ça fait des relations très saines. Et puis on s'est dit, une partie du problème aussi, c'est l'opacité. Donc tout le monde dans l'équipe va accéder à l'outil de comptabilité dans lequel on fait les devis factures, tout le monde va accéder aux fiches de paye de tout le monde va accéder au plan et au tableau de bord financier, et puis on va publier sur le site web l'Elias fiscal, c'est-à-dire ce qu'on déclare comme revenu de l'entreprise, les bilans, et un rapport d'activité dans lequel on détaille les salaires de chacun et comment on répartit. On a défini des fonctionnements aussi. Dans une scope, il y a une part qu'on appelle salariale, c'est-à-dire quand on est bénéficiaire à la fin de l'exercice, il y a des règles de fléchage de l'argent. On doit en mettre une partie en réserve et on doit en mettre une partie reversée aux salariés. Donc on a défini que, puisqu'on avait fait cette année ensemble, on la répartirait à égalité. Donc la part salariale était répartie à égalité entre les salariés et pas en proportion des revenus. Sinon, ça fait une double prime. C'est-à-dire que les gens payés cher ont encore plus. Ce qui est... c'est un truc qui existe dans plein d'autres domaines, qui se vérifie très souvent, qui s'appelle l'effet Matthieu, d'une citation de la Bible, Matthieu, c'est-à-dire celui qui a beaucoup aura encore plus, et celui qui n'a rien, on lui prendra même ce qu'il a. Et donc voilà, il y a énormément de mécanismes dans le monde actuel qui sont des illustrations de cet effet Matthieu, c'est-à-dire les gens qui ont beaucoup peuvent mettre à profit ces différents capitaux, pour reprendre la terminologie de Bourdieu, pour avoir encore plus, et tout ça est habillé de méritocratie. C'est-à-dire on fait croire qu'ils le méritent bien,
souvent c'est des hommes blancs, ils le méritent bien, alors qu'en fait c'est derrière un nombre important de déterminismes sociaux qui sont à l'œuvre et qui font que non, c'est des conneries, personne ne mérite ce qui lui arrive, que ce soit bien ou mal, c'est majoritairement du hasard. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de responsabilité individuelle, mais ça veut juste dire qu'il faut être assez humble face à tous les déterminismes sociaux qui sont à l'œuvre. Donc là aussi on essaye de lutter contre ça, c'est-à-dire une société qui est juste, essaye de limiter l'impact des déterminismes sociaux et de mettre les gens en capacité de vivre la vie qu'ils souhaitent, et une vie digne pour tout le monde. Tout ça s'inscrit, c'est probablement évident pour ceux qui connaissent ça à cette étape-là, mais je le précise, dans l'idée proposée par Kate Raworth de donut. C'est une manière de voir l'économie comme une sorte de donut, avec l'intérieur du donut qui représente le socle social, ou la dignité humaine, c'est-à-dire en dessous de ce socle, on endommage la dignité humaine, et l'extérieur du donut représentant les limites planétaires. Donc l'idée de la post-croissance s'accompagne de cette idée de Kate Raworth du donut, c'est-à-dire que on peut vivre, il y a un parallèle d'ailleurs entre la zone critique, le petit espace de quelques kilomètres qu'évoquait Bruno Latour, dans lequel on peut vivre, espace physique, enfin l'endroit où voilà, on peut vivre, et le donut qui est ce petit espace entre l'atteinte à la dignité humaine et l'excès des limites planétaires. Donc on va essayer de se situer dans cette zone. Physiquement, dans la zone critique, on y est forcément. On ne vit pas à 1000 mètres sous l'océan, ni en permanence dans la stratosphère. En revanche, il faut en prendre soin. Mais voilà, on va essayer d'opérer dans cette zone. Voilà, donc on a créé la structure et commencé à opérer en se disant aussi que on n'allait pas être très radicaux sur les clients. Ça nous ressemble assez, on est vraiment extrêmement prudent. Donc, très axé robustesse, en fait. Comment on fait pour que ça se tienne Donc, on n'allait pas, comme plein d'autres copains, copines ont fait, dire on ne veut plus travailler pour l'économie cynique et suicidaire, on veut plus rien avoir à faire avec L'Oréal, avec Cartier, avec LVMH. Nous, on s'est dit, bon, on a la chance de ne pas avoir de marchand d'armes qui vient nous demander de faire des sites web. On va juste continuer à faire des sites web à la con pour le monde du luxe, c'est pas très grave. Si on nous le demande, on va continuer à prendre soin des choses qu'on a mis en place, c'est la question de la maintenance. L'important est que tout ça s'équilibre et qu'on puisse essayer de faire des choses qui sont positives, donc un peu des stratégies de Rodin des Bois, quoi. Ça a ses limites aussi, c'est pas parfait, hein. Mais nous, ça nous convenait mieux de dire on a besoin d'un socle stable, d'un véhicule juridique et d'un socle économique stable pour pouvoir opérer sur du numérique que l'on espère être d'intérêt général. J'en arrive à cette deuxième partie. N'hésitez pas à m'interrompre, poser des questions au fur et à mesure, ça ne me gêne pas. De toute façon, je ne garde le fil que modérément, donc voilà, n'hésitez pas. Donc le numérique d'intérêt général n'est pas venu comme ça tout seul. C'est en fait quand on a commencé Noesia, un des métiers qu'on a défini était le développement de communs numériques. Donc des communs, c'est une tradition très très ancienne qui vient de l'exploitation notamment agricole, mais il y a aussi des pêcheries, il y a des forêts. L'idée c'est, en gros c'est de l'autogestion. C'est que des personnes vont prendre soin d'une ressource de manière collective et définir des règles de fonctionnement. Donc ça a été théorisé par une économiste qui s'appelle Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur les communs. Il faut en gros 3 éléments. Il faut une ressource, donc ça peut être des arbres, ça peut être des champs, ça peut être une forêt, des poissons, mais ça peut être aussi, dans le champ numérique, Wikipédia. Il faut une communauté, donc des personnes. Et puis il faut des règles, ce qu'on appelle du nom pompeux de gouvernance, c'est-à-dire des manières de prendre les décisions. Donc Elinor Ostrom a travaillé de manière très pragmatique sur les communs dans le monde et comment des communs pouvaient durer. Et par exemple, des pâturages en Suisse qui sont des communs depuis 4 siècles, 6 siècles, enfin, vraiment très longtemps, quoi. C'est un système qui fonctionne. Et donc les communs numériques sont une extension. Elle a travaillé dessus avec Charlotte Hess. Une extension au domaine du numérique de cette logique d'autogestion, de gestion par les parties prenantes du
d'une ressource. Ça peut être très vert. Nous, notre angle sur les communs numériques était qu'on avait développé avant des solutions numériques et notamment des produits en SaaS, Software as a Service, donc des produits dont on prend soin de l'hébergement et on s'abonne. Les gens dans l'économie à l'ancienne aiment bien le SaaS parce que ça génère des rentes. Les rentes, c'est une bonne manière de gagner de l'argent sans rien faire. Et techniquement, fabriquer des produits en SaaS, c'est pas très facile. Ça nécessite pas mal de savoir-faire, à la fois techniques, architecturaux, d'opération, de design, des savoir-faire commerciaux aussi pour que l'offre rencontre une demande. En fait, c'est pas très simple. Donc on s'est dit, on a fabriqué ça. Le dernier projet qu'on a fait avant de créer Noesia, un projet d'importance, c'est un projet qui s'appelle Ensemble à table, qui est un commun sectoriel du monde des produits culinaires et des arts de la table, qui valorise les produits fabriqués en France dans ce secteur. Donc, à la fois des verres, des assiettes, des poêles, enfin bon. Et c'était un projet assez compliqué avec des normes industrielles à intégrer et puis une expérience utilisateur à construire. On s'est dit, bon, ok, on sait faire ça, c'est cool. On sait à peu près coder, en tout cas du web, on sait le faire correctement. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. On pense que le logiciel libre et les communs, numériques notamment, c'est une voie souhaitable pour le numérique. Donc on va fabriquer des communs. Et on s'est dit, si on attend qu'on nous les demande, on n'est pas sorti du sable. Il ne va rien se passer, ou pas beaucoup. Donc on va incuber des communs. C'est-à-dire qu'on va fabriquer, nous, des communs qui nous semblent nécessaires, et on va essayer de les amener à l'âge adulte, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils soient autonomes. Donc que ce soit... ça prend plusieurs aspects. Mais... Donc on a commencé à fabriquer, quand on a lancé Noesia, on s'est dit, bon, sur quoi on travaille? Qu'est-ce qu'on choisit? On a regardé les choses qui nous intéressaient, et on s'est dit, le monde de l'enseignement supérieur, de la recherche, on est deux à être dans l'équipe, maître de conf associé à l'Université Bordeaux-Montaigne, et très impliqué dans l'enseignement, et voilà, assez proche du monde de la recherche, en tout cas de cœur. On s'est dit, bon là, il y a un sujet, quoi. Les sites web, ils sont pas possibles. Les sites web des écoles, les sites web des laboratoires, c'est un grand n'importe quoi. On va essayer de résoudre ce problème-là. Et donc, on a démarré un commun qui s'appelle Osuni, qui est un logiciel libre, et qui permet de faire des sites accessibles aux personnes en situation de handicap, très très sobres écologiquement, très sécurisés. Et ça fait 3 ans qu'on travaille à fabriquer à la fois le produit, ses opérations, c'est-à-dire l'infrastructure d'hébergement, la relation avec les différentes parties prenantes, et puis la communauté et les rituels et les règles. L'idée étant que quand Osuni arrive à maturité, ça devient une SIC. Et Noesia devient juste, tant que la SIC est OK avec ça, devient un prestataire de la SIC, partie prenante aussi, un sociétaire, mais devient mainteneur. C'est-à-dire qu'on s'occupe de soigner sur la durée l'outil. On n'y est pas encore. On pensait que c'était des cycles de 3 ans parce qu'on se calquait sur notre rapidité de développement. En fait, on avait négligé le facteur enseignement supérieur et recherche. 3 ans dans l'enseignement supérieur, c'est très court. Et donc, bon, ça prendra le temps que ça prendra. C'est sorti entre-temps de l'enseignement supérieur pour notamment aller vers des associations, des collectivités. Là, on est en train de faire le site de la ville, enfin, les sites web de la ville et les métropoles de Rennes avec Osuni. Donc, en fait, on s'oriente vers un CMS d'intérêt général, c'est-à-dire est-ce qu'on peut gérer du contenu de manière propre, impeccable à tous les niveaux. Et donc, en travaillant là-dessus, et en dialoguant avec pas mal de parties prenantes, notamment le collectif des chatons, des hébergeurs alternatifs, indépendants, et des gens du monde du libre, des gens du monde de la médiation numérique, on s'est dit, mais il y a un truc quand même sur le numérique, c'est quand même très problématique. Est-ce qu'on pourrait arriver à synthétiser un référentiel qui permettrait de vérifier si quelque chose est aligné avec l'intérêt général ou pas? Et donc, ouais. J'ai une question d'une étudiante. Merci.
Merci. Donc, je répète la question avec le micro pour que tout le monde l'ait bien entendu. Quelle est la différence? C'est un système pour faire des sites web, donc quelle est la différence avec une plateforme qui permet de faire des sites web? J'imagine que tu penses à des plateformes comme Wix ou Webflow ou Squarespace ou WordPress.com par exemple. Est-ce que c'est bien ça? La différence, c'est la copropriété et l'autogestion. C'est-à-dire que Wix, WordPress.com sont des sociétés privées et Squarespace est une société privée américaine. Là, l'idée est de fabriquer un outil de gestion et de production de sites web qui est gouverné par sa communauté. C'est-à-dire qu'il soit dont les décisions, le fléchage de l'argent, l'affectation donc des ressources, les orientations stratégiques, techniques, opérationnelles sont décidées par les parties prenantes. C'est la différence entre les communs et les choses qui n'en sont pas. C'est-à-dire qu'on autogère. Est-ce que ça répond correctement à la question? Ou est-ce que c'est encore flou? Non, ça lui va, mais du coup, est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'open source? Merci pour la question, c'est très bien, très juste aussi. Est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'open source? Oui, c'est de l'open source, c'est même du logiciel libre. Vous savez peut-être qu'il existe une querelle dans le monde du libre entre open source et free software, enfin logiciel libre. C'est-à-dire que l'open source, ça veut dire, c'est un mode de mise à disposition du code source, c'est une licence juridique. Le logiciel libre, c'est un mouvement politique. Le logiciel libre part de valeurs que devraient avoir les logiciels pour être émancipateurs. On devrait pouvoir se les approprier. Et le logiciel libre trouve que l'open source, c'est un peu dévendu au capitalisme. Et l'open source trouve que, les gens de l'open source trouvent que les libristes, c'est un peu des hippies. Et ils se comprennent moyennement, quoi. Donc là, c'est de l'open source, du logiciel libre, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que les gens du monde du libre ont une tendance à penser finalement un peu technosolutionniste. C'est-à-dire penser qu'à partir du moment où c'est libre, c'est OK. Et ce qu'on a essayé de modéliser dans le cadre de référence NIG sur le numérique d'intérêt général, c'est que c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Donc si ça vous va, je vais vous expliquer les piliers, les 7 piliers du cadre de référence NIG, et puis si ça vous va, après j'arrête de raconter des trucs et puis on échange. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions en cours de route. Donc le premier pilier, c'est le numérique doit servir de juste fin. C'est-à-dire c'est la dimension politique du cadre de référence. En fait, à quoi on met au service de quoi on met le dispositif numérique. NIG, ça se présente comme un cadre de référence comme le RG2A pour l'accessibilité ou le RGESN pour l'éco-conception des services numériques, mais en réalité c'est un cadre qui est beaucoup plus politique, qui est beaucoup plus sociologique aussi. Il ne s'agit pas juste d'évaluer le comment est fait l'objet technique, mais il s'agit d'aller vers une démocratie technique. C'est-à-dire, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'on ne discutait jamais des choix techniques. Vous l'avez vécu, même si vous êtes jeune, vous l'avez vécu avec la 5G, vous étiez peut-être trop jeune pour vous en préoccuper. Absolument personne n'a voulu la 5G. C'est-à-dire, il y a même beaucoup de voix qui s'élevaient pour dire mais pas du tout, on n'est pas du tout d'accord. Et on a un tel déficit de démocratie technique que, non, les gens peuvent s'exprimer contre, mais ça se fait quand même, parce que c'est piloté par des pouvoirs politiques et des pouvoirs financiers qui considèrent que la technique est toujours bonne. Alors je vous invite à aller voir, même si c'est un vieux con, Jacques Ellul, c'est quand même très intéressant dans la philosophie de la technique. Bernard Charbonneau également. En fait, la technique n'est pas ni bonne, ni positive, ni neutre. C'est un objet qui est très compliqué et qui est social, intrinsèquement social. Et donc, on ne peut pas juste se dire c'est technique, donc on n'en parle pas, ou c'est technique, donc c'est les experts qui vont décider. On ne peut pas du tout faire ça. Enfin, on peut le faire, mais ça aboutit à une dictature technique qui est l'étymologie exacte de technocratie. C'est-à-dire la technique, et kratos, la force. Donc la technocratie, c'est non pas les fonctionnaires à Bruxelles, parce qu'aujourd'hui on parle de technocratie souvent pour parler d'administration. Mais c'est pas ça, la technocratie, c'est le pouvoir de la technique. Donc l'idée que tout ce qui peut être fait doit être fait, techniquement. Et que ça n'est pas un sujet de discussion.
un des fondamentaux du framework NIG, c'est l'idée que non, que pas du tout, qu'on va pas faire comme ça, qu'on va plutôt discuter des sujets techniques. Donc ça veut dire que il faut arriver à les comprendre, donc il faut se mettre autour de la table avec des personnes concernées. L'idée des parties prenantes, de la communauté des communs, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est pas des gens... l'idée que des gens qui savent vont pouvoir décider pour des gens qui subissent, elle marche pas dans aucun contexte. C'est toujours un mélange entre des gens qui ont des savoir-faire variés et des gens qui ont des besoins ou des réalités situées. C'est pas... on ne peut pas trouver une solution pertinente quand on n'est pas du tout concerné par le problème. Il faut rentrer dedans pas seulement avec l'esprit, aussi avec son corps. En fait, il faut être impliqué dedans. Donc voilà, ce premier pilier, les justes fins, il est décomposé en 3. Ça doit servir des besoins réels, pas des inventions marketing. Alors ce sujet-là, c'est un faux simple, c'est très difficile. Il n'y a pas de nomenclature officielle des besoins réels, ça n'existe pas. Et le besoin, même la pyramide de Maslow, qui est un peu une arnaque intellectuelle, c'est un outil qui est intéressant, c'est de la vulgarisation, mais scientifiquement, ça ne se tient pas. Il n'y a pas de socle, à ma connaissance, scientifique à la pyramide de Maslow. C'est un truc, c'est vraiment un outil de communication, voire de développement personnel, ce qui pour moi est très très négatif. Développement personnel, c'est vraiment un problème, quoi. Et les besoins sont très différents dans un groupe humain et dans un autre. Un groupe va avoir, par exemple, un besoin de temps de recueillement, là où un autre groupe va avoir besoin de temps de lien. À peu près tous les humains ont des besoins physiologiques de nourriture, par exemple, mais c'est très différent. C'est vécu comme des besoins essentiels de manière super différente entre le dalle et les lentilles indiennes et la culture du barbecue américaine. Ça sera représenté comme des besoins des deux côtés et vécu comme des besoins. L'idée de ce premier point de NIG n'est pas de dire ça c'est réel et ça ne l'est pas, ou de faire une forme de domination mondiale ou d'échelle universelle des besoins. C'est vraiment dans une logique pluriverselle et pas universelle. Il s'agit juste de dire que les personnes concernées doivent considérer que le besoin est réel. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un consensus des parties prenantes sur la réalité du besoin. Si, typiquement, on fabrique un frigo connecté, les personnes qui peuvent utiliser ce frigo, les personnes qui sont impliquées dans les chaînes de montage et de recyclage de ces frigos, les personnes qui les vendent, les personnes impliquées dans les enjeux de santé liés à la chaîne du froid, doivent à un moment se réunir autour d'une table et se demander si la connexion, la dimension connectée répond à un besoin ou pas. Si les personnes autour de la table, en discutant de manière calme, publique et transparente, se disent oui, le besoin nous paraît réel, alors ok. Il n'y a pas d'instance extérieure. Il y a aussi dans NIG l'idée qu'il n'y a pas d'experts. Il y a des savoir-faire, bien sûr, mais il n'y a pas cette posture de l'expert qui sait. C'est une arnaque. L'expert peut savoir certaines choses sur certaines expertises, mais on ne peut pas avoir une expertise sur le bien ou une expertise sur le bon. C'est forcément du vivre ensemble, donc du politique, c'est forcément de la discussion. Et si ce n'est pas du consensus, du moins une construction collective, quoi. Donc ces besoins réels qui doivent être discutés et situés, qui peuvent être mis en cause, quelque chose peut être considéré comme un besoin à un moment, et 2 ans après, le même groupe humain va décider que non, finalement, ça n'en était pas un. Et se décompose en 2 autres critères. Ça doit être au-dessus du plancher social, et ça doit être en dessous des plafonds environnementaux. Et là, on retrouve Get Rowers avec le donut, le plancher, le plafond. Typiquement, si vous prenez ChatGPT, c'est hyper drôle de faire l'essai. C'est-à-dire à quel besoin correspond ChatGPT? Est-ce que ce besoin est réel? Donc, besoin de fabriquer des textes approximatifs sur plein de sujets. Ensuite, est-ce que ce besoin est au-dessus du plancher social? Donc ça veut dire, est-ce que ChatGPT atteint à la dignité humaine? Quand on regarde les travaux de Kazili, notamment sur les travailleurs du clic et sur le fait qu'il y a en Inde, dans différents pays, des milliers de travailleurs précaires qui viennent corriger les choses que ChatGPT doit dire et pas dire, on peut se dire que le coût humain il est quand même relativement fort. Et est-ce que c'est en dessous des plafonds environnementaux? Vous vous êtes peut-être rendu compte, si vous vous intéressez au sujet de l'empreinte environnementale du numérique, que tous les majeurs, tous les grands acteurs du numérique ont échoué à respecter leurs objectifs
de diminution d'impact carbone et d'impact sur l'eau potable, à cause de l'IA. C'est-à-dire qu'ils ont tous investi tellement dans des data centers avec des grosses puces Nvidia, et ils ont tous tellement... Ils veulent tellement pas rater l'opportunité business qu'ils inventent, hein, qu'ils imaginent, elle n'est pas réelle du tout. Ce truc ne sert à rien. Donc ils sont tous tellement à fond qu'ils ont tous explosé leurs objectifs en termes de diminution de l'impact carbone. Donc en fait, on est supposé diminuer de, je sais plus, ça dépend des plans, 5%, 10% par an, et là, je sais plus les chiffres exacts, donc ne prenez pas ce que je dis là pour une réalité. Microsoft, Google, Apple augmentent de 30%, ou Amazon avec AWS, leur empreinte environnementale, parce qu'ils investissent comme des malades sur cette IA. Donc là, quand on réunit les parties prenantes, qui sont nombreuses, ça peut être des étudiants et étudiantes, des gens qui travaillent dans différents métiers, les gens qui sont en train de faire la curation de contenu en Inde, les gens des différentes entreprises, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'exclure non plus les entreprises de ce processus de discussion. Elles sont partie prenante, bien entendu. Si on se mettait autour d'une table pour se demander, avec Sam Altman ou les fous à la tête d'OpenAI, si vraiment ChatGPT répond à un besoin réel, je pense que le consensus émergerait rapidement que non, ça ne sert à rien, ou en tout cas à pas grand-chose. C'est très rigolo, c'est vraiment un outil extrêmement... c'est un générateur d'accidents de grande qualité, c'est vraiment très très intéressant pour fabriquer des choses bizarres. C'est un outil poétique intéressant. Mais ça ne sert à rien de vraiment estimable et à un coût humain et écologique qui n'est pas du tout envisageable. C'est juste, on classerait le sujet, c'est-à-dire, ben non, on arrête, c'est stupide. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, vous vous en rendez compte. Le deuxième élément, c'est la juste place. Le numérique doit rester à sa place. Ça se décompose en plusieurs choses. Il doit être possible de s'approprier le numérique. Donc là, c'est la capacité à accéder au code source, comprendre comment ça marche et le réutiliser ou le modifier. C'est l'origine du libre, le driver d'imprimante qui est périmé, et comme il n'est pas libre, eh bien, on ne peut plus utiliser l'imprimante. Et c'est l'histoire en tout cas qui est racontée. Je ne sais pas si c'est la réalité. Le numérique doit préserver la liberté d'attention, c'est-à-dire pas de dark patterns et de systèmes qui font qu'on vole l'attention des gens. Parce que c'est une invasion, en fait. C'est une invasion ou une colonisation. En fait, c'est de l'extractivisme mental. C'est-à-dire, c'est extrait, nous, comme si on était une mine, en fait, ou des ressources. Enfin, c'est proche de Matrix, finalement, hein, de l'idée d'utiliser les êtres humains comme des piles. C'est un peu pareil, c'est-à-dire c'est une forme d'extractivisme un peu particulière. Et puis, le droit à la non-connexion, c'est-à-dire qu'il y a un droit, il y a des travaux d'Élise de Grave en Belgique, qui sont formidables. Je pense que c'est fondamental qu'on puisse faire sans numérique. Tout le monde, on doit avoir le droit inaliénable de ne pas utiliser de numérique. Cette idée que le numérique c'est mieux, donc il faut aider tout le monde à faire du numérique, c'est vraiment, là encore, une colonisation. Et je ne vois, moi, aucune raison pour laquelle on devrait faire ça. Je trouve que déclasser les citoyens parce qu'ils n'ont pas accès, pour une raison ou une autre, que ce soit des enjeux de handicap, que ce soit des enjeux de pauvreté, que ce soit des enjeux géographiques, des gens qui vivent dans des zones très peu couvertes en termes de réseau, des enjeux de juste préférence personnelle, c'est-à-dire qu'on a aimé ces petits écrans, de ne pas aimer les ordinateurs et d'avoir juste un rapport humain, direct, avec des personnes qui représentent notamment l'État. Ce point est en résonance particulière avec l'utilisation du numérique pour détricoter les services publics de proximité. C'est-à-dire qu'il y a un processus, depuis des années à l'œuvre, de numérisation sous couvert de modernité et de suppression de services publics de proximité, en disant les gens vont le faire en ligne. Ben oui, mais aujourd'hui, il semble que l'état de la situation réelle, c'est 30% de la population qui n'est pas en capacité, pour différentes raisons, d'accéder aux services numériques. Et donc on répond à ça avec de la médiation. C'est-à-dire comment on va aider ces gens à utiliser le numérique. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça, moi. Je trouve que, évidemment, c'est très bien qu'il y ait de la médiation pour les gens qui le souhaitent. Mais ça part quand même du principe que les gens doivent le souhaiter.
Et ça ne me convient pas du tout, et on est un certain nombre de personnes, que ce soit dans le monde de la recherche, dans le monde de la société civile, dans le monde du numérique, à penser que le droit au non-numérique doit être établi et doit faire partie de fondamentaux juridiques. Est-ce que ça doit remonter jusque dans la Constitution? Est-ce que ça doit être un droit plus par-dessus? Je ne sais pas, mais en tout cas, la doctrine aujourd'hui à l'œuvre, c'est que le numérique c'est bien, et les gens qui n'y accèdent pas, on doit les aider à y accéder. Et là, ce critère 2.3 pose comme un élément nécessaire, non négociable, qu'on doit pouvoir accéder au même service sans numérique. Le troisième pilier, c'est la démocratie. Le numérique doit être décidé démocratiquement. Donc ça veut dire que ça doit être transparent. On doit pouvoir accéder aux informations sur comment le numérique est fait, à la fois le code source, mais aussi les instances décisionnelles, c'est-à-dire quelle décision est prise par qui, d'où vient l'argent et où il va. Les enjeux de gouvernance, c'est toujours assez simple, c'est l'argent et la décision. L'argent, le pouvoir. En fait, qui paye, pourquoi, à quoi on met l'argent, à qui on le donne pour faire telle ou telle chose, interne, externe, et comment est-ce qu'on prend les décisions et quelles décisions sont prises par qui. Si on a ça, on est pas mal. Ça ne veut pas dire que tout sera parfait, mais on est pas mal pour qu'un objet numérique soit aligné avec l'intérêt général. Il faut du logiciel libre, ce que je disais tout à l'heure, nécessaire mais pas suffisant. C'est-à-dire que si le code source est fermé, alors la transparence arrivera à cette limite-là. C'est-à-dire qu'on aura beau avoir des comptes rendus de conseil d'administration, des extraits de comptes, des rapports sur les financements ou les décisions, si on ne sait pas si dans le code il n'y a pas des mouchards, des backdoors, des systèmes qui viennent prendre des données et en faire autre chose, eh bien en fait on ne sait pas ce que ça fait réellement. Et donc il faut que le logiciel soit libre pour permettre que la transparence aille jusque-là, c'est-à-dire inspecter l'objet produit. Et puis il faut une gouvernance compatible. Et là on revient à l'économie sociale et solidaire, au SCOP, au SIC, c'est-à-dire que les sociétés cotées en bourse ne peuvent pas porter de projet numérique d'intérêt général. C'est structurellement impossible parce qu'elles sont soumises à leurs actionnaires qui exigent de la rentabilité financière. Elles ne peuvent pas mettre en regard les enjeux écologiques et sociaux, les impacts sociaux, elles ne peuvent pas les mettre en face des enjeux financiers et les faire prévaloir. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est l'actionnaire qui va décider, et si un choix est fait qui va contre la valeur de l'action et contre le dividende, les actionnaires vont juste sanctionner ce choix en vendant leurs actions. Et donc les groupes cotés sont structurellement, je pense, inaptes à servir l'intérêt général. Donc il faut juste tirer des conséquences de ça. Pas d'argent public pour les sociétés cotées en bourse. Il ne faut pas. L'autre aspect qui est sujet à discussion, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une structure coopérative pour qu'elle soit réellement compatible avec l'intérêt général. C'est-à-dire, il y a des structures coopératives qui se comportent vraiment n'importe comment. C'est pas magique, quoi. Donc il faut mettre en place des structures de gouvernance pour vérifier que les enjeux humains et les enjeux écologiques aient voix au chapitre. C'est ce que la Tour appelait, je crois, des traducteurs. C'est-à-dire il faut des porte-paroles des non-humains, des personnes qui vont porter la parole des écosystèmes, par exemple. Qui va parler pour la rivière quand on utilise trop d'eau? Alors, c'est un peu romantique comme je le dis là, mais il faut vérifier les impacts qu'on a. Et voilà, on peut très facilement sous-traiter offshore sans jamais avoir mis les pieds dans l'usine ou mis les pieds dans l'endroit où les gens opèrent réellement. Donc il faut que les personnes qui sont impactées aient voix au chapitre. Et donc ça implique des modes de fonctionnement des organisations qui sont particuliers, qui aujourd'hui ne sont pas du tout préstructurés, c'est pas dans la loi, et sont pas documentés. C'est un peu à construire ça. C'est aussi ça qu'on a essayé de construire. On a posé des choses avec Noésia, mais il y a énormément, il reste beaucoup, et c'est d'ailleurs un terrain de recherche hyper fort. Si les chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales pouvaient s'emparer de ce terrain, c'est déjà le cas, hein, mais encore davantage, ça serait formidable, parce qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup à comprendre et beaucoup à construire. Ensuite, le numérique doit respecter la loi. Alors ça, c'est assez facile, mais souvent, c'est pas le cas. Donc, respecter le droit du travail. Si vous allez voir l'article, je parle d'un cas d'une boîte qui s'appelle Strapi, qui a déclaré très simplement qu'elle n'allait plus embaucher en France parce que le droit social, c'était quand même galère. Et là, ils avaient 50 personnes, s'ils passaient au-dessus,
trop d'obligations, trop d'argent. Donc en fait, non. Donc ça, évidemment, c'est pas possible. Une structure doit respecter le droit du pays dans lequel elle opère. Elle ne peut pas se prétendre d'intérêt général si c'est pas le cas, quoi. Elle doit payer l'impôt, beaucoup, Amazon, et toutes les structures qui utilisent l'Irlande comme base pour bénéficier du paradis fiscal, en fait, qui est l'Irlande, c'est-à-dire de négociations sur le rescrit, sur leurs opérations. Donc là, ça éjecte aussi pas mal d'acteurs, si on regarde ce prisme. Et le consentement, là c'est assez bien modélisé juridiquement par le RGPD, c'est-à-dire on ne traite pas les données des gens sans qu'ils soient d'accord, en fait. C'est assez simple, mais voilà, il y a des lois dessus, il faut les respecter. Ensuite, le numérique doit respecter les personnes, ça veut dire être accessible. Là, je parle de handicap. C'est-à-dire il y a des référentiels sur le handicap, ces référentiels c'est déjà pas mal, c'est pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. Il faut toujours, à l'idéal, construire et tester les choses avec des personnes en situation de handicap pour vérifier que ça marche vraiment. Mais aujourd'hui, il y a énormément de services numériques qui ne respectent pas le WCAG ou le RG2A. Donc il faut le respecter. Ça doit être simple, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie des gens dans le numérique qui essayent de fabriquer des choses drivées par une sorte de fascination marketing. Il faut que ce soit incroyable, il faut que ce soit... Chez L'Oréal, c'était l'effet waouh. Il faut toujours l'effet waouh. Faites-moi une interface incroyable, un truc jamais vu. Et non, la personnalité, c'est très bien, mais quand ça vient au détriment de l'utilisabilité, c'est un gros problème. Et donc, servir l'intérêt général, ça veut dire considérer que les gens doivent pouvoir s'emparer des outils aussi. Donc, les gens doivent pouvoir s'emparer du code source en amont, mais aussi s'emparer de l'outil, du service en aval, en fait. Ça doit être utilisable. Et ça doit être honnête. Donc là encore, pas de captologie, ce qui me fait penser que j'ai fait un... À chaque fois, je le fais. Le critère sur la liberté d'attention. Et je vous ai dit pas de dark patterns. Je vous ai dit une bêtise. Ce critère, c'est pas ça. C'est l'honnêteté qui couvre la question des dark patterns et de la captation de l'attention de manière fourbe. La liberté d'attention, c'est que le numérique ne devrait pas nous envahir autant et nous demander tant d'efforts. Les mises à jour des systèmes, la sécurité, les mots de passe, le fait de réapprendre une interface parce qu'elle a bougé, de découvrir la nouvelle version, d'aller faire une formation pour tel truc qui est de telle façon parce que c'est la nouvelle version de telle chose et que c'est plus compatible et que le processus a changé. En fait, je faisais dans l'article initial un parallèle avec l'électricité. Si l'électricité fonctionnait comme le numérique, quand vous rentrez chez vous, tout à coup, les interrupteurs auraient bougé parce qu'ils ont été mis à jour. Et puis alors, ils ne fonctionneraient plus de la même façon. Il faudrait aller voir en ligne une aide pour comprendre comment il faut le toucher pour qu'il allume la lumière. Et puis les prises, régulièrement, changeraient. On ne pourrait plus brancher les anciens appareils. Alors il faudrait changer les prises des appareils pour qu'ils soient compatibles et parfois mettre des prises, des adaptateurs pour que ce soit compatible. Ça serait juste complètement inacceptable. Et donc on accepte sur le numérique quelque chose qui paraîtrait complètement fantaisiste transposé à d'autres domaines. Ça paraît logique qu'il y ait des normes, au niveau de l'électricité par exemple, des normes sur les prises. Déjà, les pays ont des normes différentes, on trouve ça plus ou moins charmant ou pénible quand on voyage, mais d'avoir des normes et une certaine robustesse qui permettent de ne pas avoir à accorder d'attention quand on branche un appareil, on sait qu'il va fonctionner, c'est du 220 volts, il n'y a pas des gens qui disent « non mais moi j'ai fait 250, je préfère ». Dans le numérique, c'est incessant. Si vous avez repéré les luttes qu'il faut pour arriver à dire à Apple, tu vas arrêter avec tes prises qui n'existent que pour toi, c'est permanent, software, hardware. Donc le critère sur la liberté d'attention, c'est ça. Je me gourre à chaque fois, désolé. Donc je reprends, honnêteté, le numérique doit être fabriqué avec soin, doit être utilisable par les personnes, donc fabriqué avec les personnes concernées directement. Ça revient à un mouvement qui s'appelle Design Justice, c'est-à-dire que pour designer correctement, il faut designer avec les personnes qui utilisent. Il doit être beau, on retrouve là William Morris, c'est-à-dire l'idée d'un droit à la beauté, et la beauté, pareil, on n'est pas dans un truc dictatorial, il n'y a pas qu'un truc beau, il y a plein de beauté. Mais ce qui est sûr, c'est que si personne n'y accorde d'attention, ce qui est vraiment extrêmement souvent le cas dans le monde du logiciel libre, c'est-à-dire c'est moche, mais les gens, ça leur va, quoi. Si personne n'y accorde d'attention, on n'a pas un truc qui a une beauté particulière, on a un truc moche. Et il faut mettre de l'attention sur la beauté des choses, la beauté des objets.
Ce qui amène l'idée derrière d'une forme de droit à la beauté. C'est-à-dire que je crois que c'est quelque chose à revendiquer. On pourrait parler d'une forme de droit à la poésie aussi. C'est pas toujours bien compris, mais il faut consacrer de l'attention à la forme des choses et à leur esthétique, sans normer. Beaucoup de gens ne veulent pas que leurs produits libres ressemblent à des produits Google parce qu'ils ne veulent pas être Google. Ok, très bien, mais il n'y a pas que l'esthétique Google, il y a plein d'esthétiques différentes, et notamment dans la typographie. Il y a une variété d'esthétiques hyper grande, quoi. Donc il faut accorder de l'attention à ça. Et puis, ça doit être frugal, ça doit être fait avec peu. Donc, on a énormément de ressources à disposition, et on assiste dans le code, je suis peut-être trop dans le détail, mais on remplace du code bien fait par des ressources extravagantes. C'est-à-dire, on fait du code qui tourne mal, enfin qui fonctionne mal, qui est extrêmement demandeur de puissance de calcul, et on met des gros serveurs derrière. Et quand ça marche pas bien, on rajoute des serveurs, parce que c'est pas très cher. Mais l'impact écologique, il est réel. Et donc, là encore, se poser la question de comment faire avec très peu, avec le moins possible, ben, ça c'est, je crois, nécessaire pour servir l'intérêt général. Le dernier pilier, la souveraineté, est assez simple, mais il éliminerait pas mal de cas. L'hébergement doit être physiquement en France ou en Europe. Il doit être juridiquement en France ou en Europe. C'est-à-dire qu'un data center en Irlande, avec un contrat avec Amazon Web Services, ben ça ne va pas. Parce qu'en fait, juridiquement, on se retrouve vulnérable. Et puis l'infrastructure et le service, l'application doivent être sécurisés. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un bon niveau de sécurité, alors on ne peut pas servir l'intérêt général. Vous pouvez simplement réfléchir, par exemple, au traitement de données de personnes, de données de santé, de personnes dans différentes situations de santé. Si ces données fuient, l'impact sur les personnes, il peut être absolument désastreux. Et donc, pour servir l'intérêt général, il faut également ce critère-là de sécurité. Il suffit pas. Et l'idée de l'utilisation du framework NIG, c'est d'évaluer lors d'un parlement numérique, donc un moment d'échange avec toutes les parties prenantes, d'évaluer tous les critères en les mettant sur 3 couleurs, vert, orange ou rouge. S'il y a un critère rouge, il ne faudrait pas donner d'argent public. Jamais. En fait, il ne faudrait pas faire le projet. C'est-à-dire que ce n'est pas substituable. S'il y a un truc qui n'est pas compatible, que le Parlement ne trouve, donc les personnes, les parties prenantes ne trouvent pas compatible avec l'intérêt général, les autres critères ne le rattrapent pas. Il y a un truc qui est super bien mais pas libre, super bien mais hébergé par une boîte américaine, super bien mais pas sécurisé, ou super bien mais par exemple les impôts en ligne, super bien mais qui détruit du service public à côté, ben, il ne faudrait pas le faire, ou pas le faire comme ça. Voilà, c'était un peu dans tous les sens, mais j'ai pas regardé l'heure du tout, j'ai peut-être assez parlé. Ça va? C'est parfait. Est-ce que tu veux conclure là-dessus? On te pose des questions? Si ça vous va, peut-être. Alors si le sujet vous intéresse, on publie beaucoup de choses en ligne, en Creative Commons, sous licence libre, sur le site noesia.coop et sur le site numériqueintérêtgénéral.org, notamment des études de cas qu'on fait au fur et à mesure avec le framework NIG et en faisant des parlements numériques. Si le sujet vous intéresse, eh ben, prenez ce que vous voulez. Faites ou proposez de faire, organisez-vous des parlements numériques et pour évaluer à l'aune du framework des projets numériques, des services numériques, et puis faites des scopes, des SIC, des CAE, rejoignez des scopes et des SIC. Ce sera, je pense, une manière de faire exister ce numérique post-croissance et de le renforcer. Ce ne sera pas parce que les acteurs actuels du numérique vont se transformer, ce sera parce que les humains vont les déserter et que vous irez faire autre chose de votre vie, tout simplement. Merci. On va passer à une petite phase de questions, je pense. J'en aurai 2-3 pour toi si jamais ça tourne mal et que personne n'a rien à dire, parce que c'est un choc émotionnel pour moi assez conséquent. Vous avez parlé un peu de
Alors, je répète la question pour l'enregistrement. Aujourd'hui, nos clients, c'est qui? Donc, on fait 750 000 euros à peu près de chiffre d'affaires. On a quelque chose comme 300 000 euros avec les poupées russes, la structure où on était avant, donc le monde du luxe et des cosmétiques, L'Oréal, Cartier, Chanel, Guerlain, différentes structures. Un peu de nouveaux projets, mais pas tellement, surtout de la maintenance, des outils. On a un outil dont on prend soin dans le groupe L'Oréal depuis 2010, et qu'on maintient, et qu'on fait évoluer, etc. Et qui nous rapporte 60 000 euros, je crois, par an, pour le maintenir en place. On a fabriqué un produit en SaaS quand on était chez les poupées russes, et qui continue à être commercialisé par les poupées russes, et dont on prend soin, nous, techniquement, et on récupère la moitié des revenus de la rente du produit. Donc ça, 300 000. On a environ 200 000 avec un journal suisse qui s'appelle Le Temps, pour qui on fait, pas tout seul, mais le site, le système d'information. On travaille avec différentes personnes en interne au Temps, et une autre structure en Suisse de dev. Donc là, on a 3 à 4 personnes dans l'équipe qui travaillent un peu en régie. Alors, physiquement, non, on ne va pas en Suisse, mais on a des jours chaque semaine qui sont vendus. Et puis le reste, donc de 250 000, si j'ai fait correctement l'édition, c'est des choses plus alignées, donc des projets comme l'Ecotech, ecotech.fr, qui est une plateforme pour valoriser l'écocénographie, des projets, des sites faits avec Osuni. Si vous voulez voir les choses dont on est fier, vous pouvez aller sur works.noesia.coop. On présente la partie des travaux qui contribue un petit peu à l'intérêt général. Mais comme vous voyez dans le chiffre aujourd'hui, 500, 250, on ne pourrait pas stabiliser aujourd'hui en faisant juste la partie qui est alignée avec l'intérêt général. Ça ne veut pas dire que demain ce ne sera pas possible, ou un jour, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour nous, il y a une question de stabilité économique, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit stable. Et puis il y a une question de soins. On n'abandonne pas les choses qu'on a construites. Il faut les soigner sur la durée. C'est nécessaire. Voilà. Est-ce que... Je me permets de dire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les commentaires d'intérêt généraux passent beaucoup par des appels d'offres aussi, Oui. notamment pour l'institution, en tout cas française. Est-ce que c'est un marché auquel vous répondez, que vous faites des appels d'offres, ou Oui. vous êtes La question, donc, est-ce que... beaucoup de marchés publics passent par des appels d'offres, des marchés privés aussi, d'ailleurs. Est-ce qu'on y répond? Oui, on y répond, mais pas tout seul, parce que nous, on n'est que des devs. Donc, on n'est que très rarement autosuffisant, en fait. On a toujours besoin d'autres savoir-faire. Donc, on répond en consortium. C'est un grand mot pour dire qu'on y va à plusieurs, hein, c'est pas fou. Alors, ça peut être des petits consortiums. Par exemple, on fait le site d'une école en Suisse qui s'appelle SIDS. On a répondu avec un designer, un studio de design CMJN RBB qu'on aime beaucoup, et puis un chef de projet indépendant. Donc là, c'est un consortium entre un free et 2 petites structures, quoi. Et puis on a fait la réponse pour la ville de Rennes avec ECDI, qui est un gros acteur du service public. Enfin, ils ne font pas partie du service public, mais leurs clients sont beaucoup des clients du service public. Donc on a répondu avec eux, en co-traitant, et puis avec d'autres structures comme Temesis, Numérique EA, Control S. Et on a plein, en fait, un peu l'impression d'un truc de famille, c'est-à-dire on a plein de structures avec lesquelles on se sent très proche de différentes façons, des gens comme Jeudi Matin, comme Control S, Sinon Virgule, des gens qui travaillent sur la redirection écologique ou sur un numérique plus juste, d'intérêt général, post-croissance. Il y a plein de mots, chacun prend les siens. Hein, mais... Donc oui, on répond à ces appels d'offres, on en perd pas mal. On a répondu avec Takumi de CMJN RBB un appel d'offres pour la Villa Médicis l'année dernière. Et non d'ailleurs cette année, qu'on a perdu, mais c'était quand même très formateur, très intéressant. Donc oui, on joue ce jeu-là et je pense que c'est nécessaire. Et
le cadre NIG, l'idée derrière, l'idée tactique, c'est que ce cadre soit utilisé dans des appels d'offres. C'est-à-dire qu'on demande, les gens qui écrivent les marchés publics disent on veut le respect RG2A, RGESN et NIG. S'ils font ça, c'est génial. C'est-à-dire que ça va faire que ça va flécher mécaniquement de l'argent public vers le logiciel libre, vers des structures coopératives et vers de la démocratie technique, des processus de démocratie technique. Donc voilà la tentative un peu naïve hein, de fléchage et de structuration, parce que si ça prend cette forme-là, avec des critères numérotés, avec un acronyme, c'est pour avoir l'air d'un référentiel comme le RG2A, quoi. Alors que vous l'avez entendu, il est beaucoup plus politique qu'un référentiel, que le RG2A, qui est un référentiel sur le comment. Là, c'est pas comment, c'est quoi et pourquoi. Et donc voilà, l'idée c'est, comme dans le service public, il y a plein de gens formidables qui sont tout aussi démunis que nous, qui essayent. Il y a un collectif, par exemple, nos services publics qui est super. Il y a plein de gens qui vraiment ont ce sens de l'intérêt général et du service public qui est chevillé au corps. Les gens ne sont pas là par hasard, quoi. On souffre tellement dans beaucoup d'endroits du service public que pour rester, il faut des raisons, en fait. Donc l'idée, c'est qu'on bascule d'un mode de souffrance à un mode de résistance. Et la commande publique, c'est vraiment c'est un levier dingue. En fait, si on arrive à ne plus flécher d'argent vers des structures toxiques et à le flécher vers des structures, des coopératives du numérique, enfin des structures numériques de l'économie sociale et solidaire, on change complètement la donne. Et ça va faire des structures, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans la tech en fait, vraiment énormément d'argent, mais qui est employé de manière incroyablement idiote. C'est juste pour financer des startups qui échouent tout le temps et qui fabriquent des produits qui ne servent à rien du tout. Et donc il y a énormément de savoir-faire, de développeurs et développeuses qui sont absolument indispensables à ces startups, mais qui vont là, qui se perdent en fait par manque de culture politique. Les gens dans le code sont souvent faiblement politisés. Ils ne savent pas, ils pensent que ça ne les concerne pas trop, souvent, pas toujours. Mais donc voilà, si on arrive à rendre attractives ces coopératives de la tech et à tirer des gens, des développeurs et développeuses vers ces structures, à flécher de la commande publique aussi vers ces structures, on va changer complètement le fonctionnement. Et au point que ça paraîtra bizarre. Enfin, beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui paraîtront extrêmement bizarres dans peut-être 10 ou 20 ans si tout se passe à peu près bien. Je voulais juste rajouter que moi je trouve ça très intéressant ce point que l'importance de la commande publique. Et ça veut dire que stratégiquement, pour changer la donne dans l'avenir, les acteurs publics auront un rôle extrêmement important à jouer. Donc peut-être il faudrait mettre l'accent là-dessus pour si on veut changer quelque chose. Oui. La commande publique. Et je suis d'accord aussi, c'est que c'est une vraie demande en fait, ce côté numérique où justement il faut faire attention à l'environnement. Et en même temps, vous dites que vous n'avez quand même pas forcément remporté ces appels d'offres non plus. Donc Oui. c'est pas non plus un argument aujourd'hui qui est mis forcément en avant. Dans les appels d'offres, si vous êtes familier ou familière, ça passe par un processus de notation avec des critères pondérés. Souvent, les critères accessibilité, co-conception, c'est 5%. C'est peu. C'est souvent le critère prix. Et puis, il y a souvent des choses au niveau du risque. C'est-à-dire que quand on arrive en proposant, sur des choses comme l'écotech, on est très très rodé. C'est des applications Ruby on Rails, on en a fait énormément. Mais sur ce qu'on fait avec Osuni, Rennes, par exemple, a été très très courageux. La ville a été très courageuse. Et c'est parce que aucune ville jusqu'à maintenant n'a utilisé Osuni, et c'est une ville d'importance, une ville et métropole, pour faire un site statique et montrer qu'on peut le faire. Et on travaille avec la formidable équipe de l'association Deux Fleurs pour faire de l'hébergement sur des serveurs reconditionnés, sans data center. Donc on va avoir une partie de l'écosystème qui va être hébergée comme ça. C'est hyper audacieux. Et quand ça se sera fait et en place, ça démontrera qu'on peut faire une très grande partie du web, mais vraiment une très très grande partie du web, avec très très peu.
avec des pages HTML statiques, tout bêtes, et un système qui les génère pour que ce soit pratique pour les contributrices, contributeurs, et qu'on peut héberger ça sur des vieux PC reconditionnés, quoi. Donc vraiment avec rien. Il faut ces avant-gardes de gens dans les services publics qui décident de prendre un risque qui est relativement modéré techniquement, mais c'est pas toujours simple d'en juger, quoi. De prendre un risque et ensuite ça va être dans la roue, quoi. C'est-à-dire les gens suivent. Et voilà, là on a fait un beau site, ça n'a pas été simple, mais pour le Centre d'art contemporain La Criée à Rennes, c'est un super beau site, c'est très chouette. Ben là on vient de gagner le site de la Gaîté Lyrique. Donc une fois qu'on a 1, 2, 3 sites qui fonctionnent bien avec des technos qui sont très frugales, ben pour les autres il n'y a plus tellement de risques. Et donc ça marche pas tous les coups, mais je pense que ça marche de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on montre une voie parmi d'autres, mais qui fonctionne et qui n'est pas éco-moche non plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas où quand on fait accessible ou sobre, on se retrouve avec un truc visuellement dégueulasse, quoi. Et là, c'est pas le cas. C'est impeccable graphiquement. On vient du luxe, donc il n'est pas question de transiger là-dessus, quoi. Et on peut faire impeccable à tous les niveaux. C'est juste beaucoup de soins. Mais on peut le faire. Et oui, je suis d'accord avec toi, la commande publique est absolument essentielle. Et il y a des mouvements, dans la pensée anarchiste, il y a des mouvements qui sont très opposés à l'État. Dardot, Laval, Pierre Sauvêtre. Nous, on ne se reconnaît pas du tout de cette pensée anarchiste. On est, nous, anarchistes avec un fort goût pour les communs et un fort goût de l'État et du service public. C'est-à-dire que l'idée, c'est de revenir à une triarchie marché, privé, État et commun. Si on pouvait arriver à environ un tiers de chaque, il est probable, c'est l'intuition qu'on a, c'est pas prouvé, c'est pas de la science, il est probable qu'on résolve énormément de problèmes. La plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui, écologiques, humains, viennent du fait que le marché est hégémonique, le marché domine tout. Et donc le service public s'écrase pour privatiser tout, essaie d'adopter, c'est le New Public Management, la tentative d'utiliser des méthodes du privé comme si elles étaient meilleures, pour avoir vu le privé et le public, mais c'est pas du tout meilleur. C'est vraiment des mythes. Le privé est d'une inefficacité assez phénoménale. Et ça marche juste parce qu'il capte tellement d'argent que ça se voit pas. Mais concrètement, on paye des groupes comme L'Oréal sont remplis d'incapables qui font des PowerPoint toute la journée. C'est super triste quand on y réfléchit. On est arrivé à un point où on est capable d'avoir une société d'abondance, et au lieu de faire de l'aquarelle et des haïkus, on fait des PowerPoint. C'est l'échec civilisationnel, quoi. On pourrait nourrir tout le monde, on pourrait tous avoir un toit, on pourrait tous être en bonne santé et se consacrer à des choses qui nous épanouissent, du lien, des choses variées. Et au lieu de ça, on a des gens qui remplissent des écoles de commerce et que les écoles vomissent ensuite pour aller faire des PowerPoint absurdes dans des réunions débiles. En fait, c'est d'une tristesse. C'est pas obligé. Alors eux, on les rattrapera pas. Tous les gens qui sont contents de leur PowerPoint et de leur gros salaire, bon, en même temps, il faut voir les choses d'une manière un petit peu moyen terme, c'est-à-dire les échecs aujourd'hui, c'est les gens qui rentrent dans des écoles de commerce. Il faut travailler là-dessus. Parce que les gens qui sont déjà sortis, dans 20 ans, ils seront à la retraite. 30 ans, ils seront à la retraite, ce sera fini. La question, c'est comment on sort de cette mécanique de bullshit jobs partout. Encore une notion de David Graeber. Énormément de gens aujourd'hui sont conscients que leur travail, c'est de la merde de taureau. C'est rien. Et ils le savent. Alors, Graeber disait que parfois, il fallait que les gens aient bu un verre ou deux pour l'admettre, mais plein de gens savent aujourd'hui que ce qu'ils font, c'est rien. Et souvent, le salaire est proportionnel à l'intensité du rien. C'est-à-dire que des gens qui font quelque chose d'utile, comme du pain ou des soins, des infirmiers, ou des enseignants, vont avoir des salaires et des statuts bas, et des gens qui font des réunions pour des produits toxiques, à
plein de points de vue, quoi, vont avoir des salaires et un statut social haut. Donc si on reprend les différents champs économiques, le champ social, le champ culturel, tel que Bourdieu les définissait dans, par exemple, La Distinction, mais en fait, le champ économique a pris une place, avec son inculture crasse, quoi, le champ économique a pris une place désastreuse. Et ils écrasent les autres champs. Donc là encore, c'est une question de rééquilibrer. Que l'économie en soi, l'argent en soi, le commerce en soi, je ne pense pas que ce soit problématique. Ce qui est problématique, c'est cette espèce de cancer néolibéral, de cancer, ce système qui métastase, en fait, qui envahit tout et qui impose sa logique toxique à tout le reste du monde. C'est ça qu'il faut compenser. Donc on ne le compensera, à mon avis, pas en luttant contre, mais en créant autre chose de désirable, de façon à ce que les humains décident juste que, pourquoi ils iraient bosser dans ces boîtes débiles, quoi, alors qu'ils peuvent aller trouver un travail vachement plus chouette, épanouissant, intéressant, avec des gens de qualité. Ce qui ramène à la question, si grosse tension de l'ESS, si le choix est entre éthique mais pauvre et pas éthique mais confortable, le choix n'est pas très séduisant. C'est-à-dire, beaucoup de gens, soit vont décider d'aller chez L'Oréal parce que c'est quand même, c'est super, il y a Julia Roberts et puis c'est bien payé. Bon, les gens qui pensent vraiment que comme ça, il n'y a rien à faire pour eux, hein, il y a tout, quoi, c'est la vie. Les gens qui vont décider d'aller dans l'économie sociale et solidaire, où ça va être éthique et pauvre, sont souvent des gens qui en fait n'ont pas réussi à rentrer dans l'économie cynique et suicidaire. Et qui vont là en se disant, au moins là, on m'accepte. C'est aussi des gens qui y vont par choix, évidemment, et qui acceptent de payer en inconfort, en précarité, ce choix, parce qu'il y a un prix très élevé à payer. Et je crois que là, on a une chose à construire sur une forme de suffisance dans l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on a besoin, c'est ce qu'on essaye de démontrer avec Noesia, on a besoin de structures qui opèrent à un bon niveau dans leurs différents métiers, qui opèrent à un bon niveau et qui en vivent correctement. Pour montrer qu'on peut faire absolument pas parfait, c'est pas du tout parfait, mais qu'on peut vivre correctement, confortablement de quelque chose qui est pas mal du tout, qui est bien. Par exemple, le fait d'être transparent, ça nous rend pas rentable. C'est pas un truc de hippie du tout. C'est vraiment, ça change rien en fait. C'est juste plus propre. Et le fait qu'on soit rentable, qu'on puisse se payer des salaires qui sont élevés, ça vient du fait qu'on travaille bien. Ça vient pas du fait qu'on est cynique ou qu'on exploite des gens ou qu'on arnaque. Ça vient juste du fait qu'on travaille bien et du fait qu'on travaille dans un secteur, la tech, qui est abreuvé d'argent. Ce que je dis n'est absolument pas valable, par exemple, dans le monde de l'agriculture, qui est sinistré. Faire de la permaculture aujourd'hui ou essayer de faire bien de la production de choses alimentaires, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a une concurrence complètement déloyale d'acteurs qui vendent des tomates tellement pas chères qu'on ne peut pas les faire correctement et en étant compétitif, c'est forcément beaucoup plus cher. Et donc ça amène d'autres réflexions sur on a trop tiré vers le bas les prix pour que ce soit soutenable en fait. Donc on se retrouve avec des tomates pleines de pesticides, pas chères. Mais bon, c'est un autre sujet. Merci Arnaud. Il reste 3 minutes, donc on va peut-être Comme vous voulez, moi je suis là. exposer une question prospective. Comme tu veux. La redirection, c'est un travail depuis tout à l'heure. Ouais. Alors je crois que c'est Héritage et Fermeture du groupe La Redirection de Grenoble. Ouais. Un passage sur l'idée que le numérique est une technologie zombie. C'est-à-dire que c'est tellement pas soutenable qu'on va forcément l'abandonner. Donc le numérique est déjà mort, mais il continue à fonctionner. Oui. Le temps que ça s'arrête. Qu'est-ce que tu penses de cette position de la redirection écologique sur la tech numérique? Donc la question pour l'enregistrement, les travaux d'Alexandre Monin, Diego Landivar, José Alloy sur la redirection et les technologies zombies. Est-ce que le numérique n'est pas une gigantesque technologie zombie, c'est-à-dire quelque chose qui en fait est déjà mort parce que pas soutenable et que en fait la techno est juste pas consciente qu'elle est morte, quoi. Ça dépend un peu du pas de temps qu'on choisit, c'est-à-dire que si on regarde les choses à 5 ans, c'est clairement pas un zombie. Si on regarde à 50 ans, c'est probablement mort. Si on regarde à 500 ans,
effectivement, je donne pas très cher du numérique, quoi. Mais je suis pas devin, j'en sais rien. Après, ça amène des réflexions sur est-ce souhaitable ? Moi, j'ai pas envie d'un monde sans numérique du tout. J'aime bien, je suis assez fier que Wikipédia existe, même si ils sont, avec les femmes, les personnes trans, c'est tout naze et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et qu'il y a une surreprésentation des hommes blancs. Il y a plein de problèmes dans Wikipédia. Mais quand même, quel bel objet, quoi. C'est super bien. Je suis assez content aussi qu'existent tous ces outils de partage d'informations. Alors l'information, c'est pas le savoir, c'est pas la connaissance, c'est pas la sagesse, hein, il faut encore la structurer, mais moi j'aimerais bien que le numérique perdure, mais pour ça ce serait forcément pas le même numérique, je crois. Et donc là, ça amène à des discussions sur la low-tech, la basse intensité technique. Alors le numérique ne peut pas vraiment être low-tech, il y a trop de technologies sophistiquées dedans. Mais cela dit, on pourrait faire un numérique de moins haute, de moyenne intensité, on parle parfois de mid-tech, de moyenne intensité technique, et si on utilisait des outils un peu comme Nig pour réfléchir à ce qui nous est vraiment utile, on arriverait peut-être à un numérique plus simple dans ses fonctionnalités, qui fait moins de choses, mais qui les fait d'une manière qu'on arriverait à soutenir. Ça rejoint des problématiques aussi d'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut soutenir le fait d'avoir un téléphone dans chaque poche à l'échelle d'une dizaine de milliards d'individus ? Est-ce qu'on a besoin d'un téléphone dans chaque poche ? Quelle est la place qu'on souhaite pour ces dispositifs numériques ? Le concept de José Alloy de zombie, il est super fécond, il est vraiment très très intéressant. Et oui, se dire qu'il est probable que tout simplement, il n'y en aura plus du tout dans 100 ans de dispositifs numériques, c'est intéressant. Est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer ? J'en sais rien. J'ai plus l'impression d'un mélange de délitement, de décomposition d'un côté, et de bulles, de gens qui continueront à avoir des maisons un peu comme Iron Man, dans des bunkers en Nouvelle-Zélande, et des gens qui continueront à avoir des bulles de tech, des bulles d'argent, alors que le reste de la société en a nettement moins, de manière choisie ou subie, quoi. Et pour moi, l'idée est plutôt de définir collectivement ce qui nous paraît souhaitable et d'essayer de le construire d'une manière soutenable, ce qui pourrait aboutir à ce que ça ne devienne pas 100% zombie, mais qu'il en reste quelque chose que l'on souhaite collectivement. Voilà. Merci Arnaud. Bravo. Merci.